Xavier, j'imagine, dans les 30% là, qui demandent à Enedis les informations pour vos clients. Et ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il faut mesurer pour pouvoir après piloter correctement et diminuer correctement ces consommations énergétiques. Tout à fait. Et puis, on a un autre sujet, c'est qu'effectivement, dans les bâtiments médicaux, sociaux, les hôpitaux, ben, c'est particulièrement compliqué de connaître par usage ces consommations. Et donc là, il y a des solutions à mettre en œuvre. Exactement. Voilà, ça va être votre Merci sujet. Xavier et bonjour à tous. Je vais prendre la petite zapette. On a effectivement parlé de choses qui sont essentielles dans l'atteinte des objectifs du décret tertiaire de performance énergétique. D'abord, les ressources humaines qui sont évidemment un prérequis indispensable. Le cadre méthodologique, par exemple l'ISO 50001, qui est un cadre efficace pour le management de l'énergie. Et là, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est outils, notamment digitaux, qui permettent de faire gagner du temps aux personnes qui seront consacrées sur ces sujets et de suivre efficacement et au jour le jour l'efficacité énergétique au sein des bâtiments. Donc Advisio, on est une entité qui est issue du groupe d'ingénierie CETEC, spécialisée dans la performance énergétique des bâtiments. On est aujourd'hui une centaine de collaborateurs avec un peu plus de 40 energy managers, donc des ingénieurs en performance énergétique qui sont auprès de nos clients, collectivités locales en partie. Pardon, je suis en train de spoiler le... Est-ce qu'on peut revenir en arrière parce que j'avance? Oui, pardon. Merci. Donc on accompagne à la fois des entités privées et des entités publiques, collectivités territoriales, mais aussi centres hospitaliers. On a pas mal de gestionnaires d'EHPAD parmi nos clients, dont on a aussi l'habitude de travailler avec des contraintes spécifiques au secteur de la santé, sur lesquelles on reviendra en partie. On est éditeur d'une plateforme de management de l'énergie, qui est l'une des plateformes référencées dans le parangonnage de la FNCCR, qui est maintenant familier pour tout le monde. Donc c'est un benchmark de comparaison des acteurs sur la partie plateforme de management de l'énergie et qui est cette année d'ailleurs renouvelé, notamment en collaboration avec l'ANAP, et donc qui aura une restitution courant d'année prochaine. On a un peu plus de 50 millions de mètres carrés qui sont adressés chez nos clients, et sur le plan pratique, on est référencé UGAP sur la partie éditeur de logiciels, ce qui est une facilité pour pas mal de collectivités territoriales, et on accompagne un assez grand nombre de villes, comme je l'ai dit, de PCI, de départements et de régions. On a aussi un accord avec la direction de l'immobilier de l'État pour les accompagner sur la rénovation du parc public et accompagner leurs energy managers dans cette tâche. Alors, petite question sur justement ce qui concerne la mesure des consommations d'énergie. Savoir la performance énergétique rapportée au mètre carré, c'est un des critères fondamentaux pour se comparer avec d'autres. Donc, quelle est la consommation énergétique moyenne des établissements médico-sociaux? Il y a 4 propositions, donc 155 kWh par mètre carré, 195, 224 ou 250 en énergie primaire. Oui. Pas de problème. Voilà, on va afficher les résultats. Allez, Benjamin. Ah, donc voilà. Les réponses oscillent entre 195 et 250, avec plus de réponses sur 250. La bonne réponse, c'est 195 kWh par mètre carré, avec une précision sur le fait que c'est 125 kWh par mètre carré sur la partie chauffage et eau chaude, et 70 kWh par mètre carré sur les autres usages. Pour donner un référentiel de comparaison, sur le tertiaire de bureau, on est à peu près à 206 kWh du mètre carré. Ce qui peut paraître assez contre-intuitif, parce qu'on aurait tendance à penser que dans les usages de la santé, on serait très au-dessus, mais certains usages sont équilibrés par d'autres qui sont moins consommateurs, et donc on est sur ces valeurs-là en moyenne, évidemment. Donc, quand il s'agit de parler de performance énergétique, la première étape, on a commencé à l'évoquer avec Frédéric tout à l'heure, c'est comment je collecte mes données d'énergie, donc à la fois sur l'historique de consommation, et ça on l'a abordé avec Enedis, mais aussi en temps réel, c'est-à-dire la capacité à aller chercher mes factures, mes données de distributeurs, de les afficher sur une plateforme pour les monitorer. Donc ça concerne les factures, les distributeurs d'énergie, que ce soit gaz ou électricité, les GTB, donc les systèmes de gestion technique du bâtiment, quand il y en a, dont on peut récupérer les données et les agréger. Les avantages du déploiement d'une plateforme de management de l'énergie, c'est d'abord la centralisation. Il y a aujourd'hui énormément de collectivités territoriales ou d'acteurs de la santé
qui ne savent pas analyser ou qui au mieux ont des gestions sur Excel de leur facture énergétique, et ça rend l'analyse et la prise d'action derrière très complexe. Donc le premier avantage d'une plateforme, c'est de centraliser l'ensemble de ces données de factures, de fournisseurs pour commencer à analyser. Ensuite, c'est d'identifier les gains rapides, les quick wins, qui vont permettre de faire, on parlait tout à l'heure de la température, qui est un des axes évidemment de régulation important, mais il y a tout un tas d'autres actions qui sont difficiles à identifier sans plateforme. Des exemples simples de l'éclairage qui est fonctionnel la nuit, par exemple, ou des réduits de nuit qui ne sont pas forcément opérants entre tous les bâtiments. Bah ça, la plateforme va aider, comparativement à le faire depuis simplement les factures quand elles arrivent, à prendre les actions et à les identifier. Ensuite, on va comparer les bâtiments entre eux sur ces plateformes et coordonner. On l'a dit, le plus important, c'est l'action humaine pour arriver à l'économie d'énergie. Donc une plateforme permet d'avoir un dialogue commun entre le mainteneur, le bureau d'études, le maître d'ouvrage, pour aller vers les actions et partager autour des actions d'efficacité énergétique, ce qui est fondamental pour parvenir aux objectifs, notamment du décret tertiaire. Suivre son budget, c'est un des premiers éléments importants. Là, on est dans un contexte, on l'a évoqué, d'augmentation assez significative du prix de l'énergie. Donc l'énergie, ce n'est pas seulement un sujet environnemental pour les organisations, ça devient un sujet de pérennité financière. Et donc le fait de pouvoir suivre son budget et d'évaluer les gains sur la facture en euros de ce qu'on fait, et l'atterrissage budgétaire devient un peu plus central dans les organisations. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est que ça a un effet en ce moment sur la hiérarchisation du sujet de l'énergie. Donc typiquement, c'est des sujets qui commencent à être discutés en COMEX, qui commencent à nécessiter des recrutements spécifiques autour des compétences, t'en parlais Xavier tout à l'heure, énergétiques propres, que certaines organisations, y compris des organisations très consommatrices d'énergie, n'avaient pas jusqu'à présent. Suivre sa performance, donc ça c'est le pendant du suivi budgétaire, mais sur la partie kilowattheure. Donc où est-ce que je me situe, qu'est-ce que j'ai consommé jusqu'à présent et qu'est-ce que je consomme aujourd'hui, avec ensuite des référentiels. On en a parlé tout à l'heure sur l'ISO, il y a des référentiels, y compris dans le cadre du décret tertiaire, pour savoir où est-ce que je me situe en termes d'économie d'énergie. Donc nous on utilise chez Advision un référentiel qui s'appelle IPMVP, qui est assez proche du référentiel qui est mis en place par le décret tertiaire et avec des analogies aussi avec l'ISO 50001. L'idée en tout cas c'est d'avoir une méthodologie qui ne fait pas que comparer la facture N à la facture N-1, parce qu'il y a des facteurs exogènes qui vont par exemple la rigueur climatique, mais pas seulement l'activité des établissements qui vont impacter évidemment la performance énergétique. Quand il s'agit de la santé, il y a plusieurs aspects qu'on voulait mettre en évidence aujourd'hui, qui sont autour de l'énergie, mais qui ne peuvent pas être regardés de manière complètement décorrélée de l'énergie. Alors de manière très simple, par exemple, quand on parle d'hôpitaux ou d'EHPAD, évidemment les températures, on le disait, simplement le fait de dire il faut mettre les températures à 19 degrés n'est pas applicable partout et dans n'importe quelle situation. On gère quelques centaines d'EHPAD sur un de nos clients. On suit la température de chacun de leurs espaces au travers de capteurs sans fil qui permettent de remonter les températures en temps réel. Donc on voit très rapidement les anomalies ou les dérives. Pour autant, on n'a pas une marge de manœuvre colossale pour ce qui est des températures des chambres, par exemple, des occupants dans ce type d'établissement, évidemment. Le suivi de la qualité de l'air intérieur, le fait de pouvoir suivre les taux de CO2 dans des espaces donnés, que ce soit au sein des hôpitaux ou au sein des établissements médico-sociaux, c'est quelque chose qui est assez utile et qui permet d'agir quand on a les données en temps réel là-dessus. Donc pareil, c'est des capteurs qui se mettent dans les espaces où on en a besoin et qui remontent sur des pas de temps à peu près 10 minutes ou 1 heure le taux de CO2, le taux de ppm. Et enfin, le suivi de risque légionnel. On a beaucoup de centres hospitaliers qui nous sollicitent sur ces questions notamment. Ça, c'est les bactéries qui se forment dans les systèmes d'eau chaude sanitaire quand la température arrive en dessous d'un certain niveau sanitaire. Les centres hospitaliers, aujourd'hui, très souvent, ils ont des rondes au moins mensuelles pour aller sur chacun de leurs points, relever la température de l'eau et voir s'ils sont bien conformes et qui ne prennent pas de risques pour les patients ou pour les occupants. Ce qu'on va faire là, c'est mettre des sondes de température sur les équipements, à la sortie et à l'entrée des systèmes d'eau chaude sanitaire pour éviter les déplacements, les interventions sur site et avoir les données sur la température de l'eau qui sont suivies à distance. Donc on est toujours dans l'idée de faire gagner du temps aux équipes techniques des établissements médico-sociaux pour leur permettre de se concentrer
sur les économies d'énergie et là où ils vont être efficients. La comparaison, on en a parlé, où est-ce que chacun des sites se situe en termes de performance énergétique. Donc ça, c'est des outils qu'on peut utiliser sur différents types de ratios. Certains clients suivent les kilowattheures au mètre carré, d'autres veulent suivre les kilowattheures rapportés aux euros. C'est des choses qui peuvent exister. On peut suivre les consommations d'eau par rapport aux différents établissements et se concentrer de ce fait-là sur les établissements qui nécessitent les interventions les plus urgentes. Les alertes, ça va avec ce système de suivi, de comparaison et d'analyse des dérives. L'idée, c'est très rapidement, je parlais par exemple du suivi de la Légionelle tout à l'heure, si j'ai une température qui descend en dessous d'un certain seuil qui devient sur le plan sanitaire problématique, je vais avoir une alerte, donc l'envoi d'un email, une fenêtre dans mon interface qui va me préciser que sur tel site, tel point de livraison, il faudrait que je m'y concentre parce que j'ai un souci à identifier. Ça peut être aussi des sujets de température. Par exemple, j'ai une température qui, en hiver, descend en dessous d'un certain niveau ou à contrario, un chauffage trop important. Ça, on va l'identifier très rapidement grâce à ce type d'analyse. Ouais, là, vous avez des courbes qui sont des analyses de semaine type utilisées par les energy managers. On a pas mal parlé des consommations historiques, des factures, mais le fait d'analyser en temps réel pour un energy manager, c'est quelque chose d'assez précieux. Ça rejoint d'ailleurs le côté durable que vous évoquiez tout à l'heure sur l'ISO 50001. C'est l'idée de voir sur une semaine donnée, sur un mois donné, où est-ce que j'ai des dérives et très rapidement les identifier avant la réception de mes factures et de manière immédiate pour pouvoir agir. Donc ça, on voit notamment très vite ce qu'on appelle les talons de consommation sur les courbes de charge électrique, où je vais avoir la nuit, par exemple, des consommations qui sont incompressibles, mais ce niveau doit être très bas. Donc si j'ai un niveau de consommation la nuit qui est anormalement haut sur certains sites, ce type de courbe vous permet de l'identifier très rapidement. Et ça, c'est un résumé de ce qu'on conseille. Alors, chronologiquement, les choses peuvent s'intercroiser, mais ce qu'on constate beaucoup chez nos clients, et notamment au sein des collectivités territoriales, c'est que jusqu'à présent, il y a un schéma qui est très encore ancré. Je fais des audits, je fais des travaux. C'est évidemment quelque chose qu'il faut continuer à faire, le fait de faire des audits et d'avoir une vue sur ses bâtiments pour engager des travaux. L'effet pernicieux, c'est que très souvent, les travaux peuvent être décourageants sur le plan du retour sur investissement, sur le plan du temps de retour sur investissement. Donc ce qu'on préconise, c'est de ne pas oublier en parallèle de ces démarches l'energy management au sens régulation, programmation, qui permet de mettre le bâtiment à sa qualité intrinsèque et d'avoir sans investissement lourd des économies d'énergie qui peuvent aller de 5 à 15% en fonction de la qualité de régulation du bâtiment, des économies qui vont pouvoir aider à financer des travaux et dans le cadre du plan de sobriété, d'être dans les 2 ans beaucoup plus rapidement dans les clous des 10% qui sont demandés en 2 ans qu'une démarche où je vais directement engager des travaux et être dans ce schéma-là où peut-être les 10% en 2 ans peuvent être compliqués à atteindre. Ça, c'est un rappel des leviers préconisés par le décret tertiaire pour atteindre les économies d'énergie. Je pense qu'il y a certaines actions qu'Elio détaillera, mais le management de l'énergie que j'évoquais fait partie justement de ces actions et c'est là-dessus qu'on voulait mettre un point d'attention parce que c'est souvent ce qui est sous-estimé, faute aussi de compétences ou d'outils par les équipes techniques pour arriver à cet objectif-là. La sensibilisation des occupants est aussi un sujet, puisque quand il s'agit par exemple de baisser les températures, il faut une acceptation, une adhésion plus large au sein des organisations, par exemple. Et un élément qui devient central et qui est une extension du décret tertiaire, alors c'est pas pour alourdir encore la complexité de la compréhension réglementaire, mais le décret BACS, on voulait le souligner parce qu'il est assez important. Il va rendre nécessaire l'installation de systèmes de pilotage intelligent des bâtiments à partir d'une certaine puissance nominale qui est en train d'être baissée assez radicalement. Donc, jusqu'à présent, c'était 290 kWh qui imposait de mettre en place un système de régulation qui faisait à peu près 2000-3000 m². Là, c'est en train de passer à 70 kWh. C'est une mesure récente, ce qui fait que les bâtiments assujettis à ce décret BACS sont potentiellement en dessous de 1000 m². Donc, c'est un sujet majeur d'ici 2025 pour y compris les collectivités territoriales et les acteurs de la santé. Les systèmes de gestion technique de bâtiments peuvent être très onéreux, coûteux et complexes à déployer. Donc aujourd'hui, il existe des systèmes de pilotage plus connectés, digitalisés, à distance, qui permettent d'être conformes au décret BACS, de faire des économies d'énergie rapides. Et c'est une des choses qu'on est en train de développer chez Adviseo, une solution qui s'appelle Cockpit, pour piloter à distance les bâtiments. Donc très concrètement, je change une consigne de température sur une chaufferie sans avoir à intervenir sur site, mais simplement à distance. Et ça, je le fais
à l'échelle d'un parc multisite. C'est des choses qui sont très en ce moment demandées et qui vont l'être d'autant plus avec l'arrivée de ce décret BACS. Ça, c'est une analyse de la performance énergétique d'un parc immobilier qui permet de voir assez rapidement. Donc en abscisse, j'ai ma consommation annuelle par an et en ordonnée rapportée au mètre carré. Donc l'idée, c'est à la fois de voir les bâtiments les plus consommateurs dans l'absolu et les bâtiments les plus performants pour se concentrer sur idéalement ceux qui consomment le plus et qui sont le plus énergivores et qui sont le plus mauvais sur le plan de la performance énergétique. C'est là-dessus qu'on va se concentrer sur les audits potentiellement, sur les diagnostics ciblés, si on veut avoir une démarche efficiente sur le plan d'investissement à l'échelle d'un parc. Voilà, animer la performance, c'est absolument fondamental. L'ISO 50001 va complètement dans cette idée-là, le fait de non seulement mettre en place des actions, mais surtout de les suivre pour éviter que les dérives se représentent et que les efforts qu'on fait à un instant T sur un bâtiment puissent être gâchés par le fait que l'analyse et le suivi ne soient pas durables et rigoureux. Voilà, vous avez les points de contact par ailleurs si vous souhaitez développer ces sujets dans les semaines ou les mois qui viennent. Merci à tous. Voilà, on peut applaudir Xavier. Merci Xavier pour cette présentation. Moi, j'avais une question qui a trait aussi entre ISO et plateforme de management, parce qu'on se dit, quand on voit vos présentations, on se dit mais il faut mettre les deux en place. Oui. Et est-ce qu'il peut y avoir des collusions, oui. des espèces de points de frottement Oui, il y a des points surtout de synergie entre les deux. Donc nous, on a des clients qui, sur certains de leurs bâtiments, sont certifiés ISO 50001. Donc ce qu'on fait dans la plateforme, c'est qu'on a un onglet dédié à ce suivi de l'ISO 50001, avec des spécificités, comme ça a été évoqué, le suivi des usages, par exemple. Donc on peut tout à fait, depuis la plateforme de management de l'énergie qu'on déploie, suivre plus efficacement sa certification ISO 50001, et on trouve que c'est un cadre méthodologique qui est vertueux, qui est assez proche de nous, de ce qu'on fait en energy management. Donc complètement, il y a une collusion et c'est même complètement encouragé. Voilà, donc ça ne pose pas de frottement. Bien au contraire, l'un aide l'autre. Exactement. Et inversement. Les deux vont ensemble. Oui. Au niveau de là, j'ai appris quelque chose au niveau du décret BACS. Oui. Alors ça, c'est une nouveauté. D'ailleurs, on va en parler jeudi avec les intégrateurs électriciens. Oui. Donc aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il y a une convergence peut-être un peu des luttes sur, je prends un terme, en fait, des luttes sur effectivement sur le pilotage des équipements. Le décret BACS a été conçu comme une extension du décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, il vient obliger en exploitation à des atteintes de performance énergétique et de réduction de consommation d'énergie. Et le décret BACS vise à aider les assujettis, en tout cas c'est comme ça qu'il a été dimensionné, via le pilotage intelligent des bâtiments, à faire plus d'économies en limitant les investissements. Donc c'est vraiment l'essence de ce décret. C'est pas quelque chose qui a pour vocation d'alourdir encore la réglementation, mais c'est d'aider les assujettis au décret tertiaire à réaliser les objectifs d'ici 2030 de manière en limitant les investissements, parce que c'est l'enjeu derrière, c'est d'arriver à le faire sans mettre en péril la santé financière des organisations qui sont assujetties. Donc il y a beaucoup encore d'organisations qui ne sont pas au courant de ce décret. L'échéance c'est 2025, donc, mais d'ici 2025 il faut avoir déployé les systèmes, donc faire les études, solliciter les prestataires, dimensionner les équipements. Donc nous on invite les organisations avec lesquelles on discute en ce moment à le faire dès à présent pour être sûr d'être prête au moment où la réglementation sera effectivement en vigueur. Oui, d'autant plus que si, grosso modo, si à 1000 m² on y est, bon, j'imagine que ça dépend des usages qu'on peut avoir, mais du coup, il faut faire converger les travaux et les études et les réflexions en même temps. Oui, ça va très vite. Alors, les plus grands bâtiments aujourd'hui sont déjà équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment, mais qui ne sont pas toujours très opérants, qui peuvent être vieux, qui peuvent être difficiles à gérer à distance notamment. Et d'autres bâtiments, et notamment les plus petits, en dessous de 2000-3000 m², c'est très rare qu'il y ait des systèmes de gestion technique du bâtiment. Et le décret BACS, il vient leur imposer un système d'automatisation, de régulation, et donc ça a un impact fort sur ce qui sera à faire dans les prochains mois. Oui, mais tout ce qui est équipement de santé, EHPAD, ils sont déjà équipés Pas toujours. Pas toujours. En fonction de la taille, une résidence EHPAD, pas forcément, selon la taille. Un centre hospitalier, très souvent, il a au moins un système de gestion technique. Mais voilà, ça dépend vraiment des établissements. Voilà, donc c'est à regarder. Merci beaucoup Xavier pour ta présentation. Merci à vous. On peut t'applaudir.